simplement d'une étude sur les pouvoirs supposés de la Lune. Voici comment ça marche. La Lune agirait sur la féminité. Elle influencerait les naissances et créerait des loups-garous. On dit que l'attraction lunaire est puissante et influence les récoltes. Le reportage suivait Michel Jacquin, un ingénieur agronome, qui faisait très attention au cycle de la Lune. Il ne plantait les légumes racines qu'en lune descendante et les légumes à feuilles montantes, bien en lune montante justement, affirmant que ça les rendait meilleurs. Autrefois, on nous expliquait qu'on étendait le linge à la pleine lune, car cela les blanchissait. Mais en fait, ce serait en rapport avec une oxydation par la rosée. Il n'y en aurait aucun avec la lune. On dit aussi qu'elle influence le cycle féminin, et certains se servent des phases lunaires comme contraception naturelle, en assurant que ça fonctionne bien. Une femme du nom de Nadine Brett avait dit qu'elle avait même choisi de la sorte la date de naissance, le jour d'accouchement de son futur enfant, et même son sexe. Elle disait qu'un enfant conçu en lune descendante est une fille, et en montante est un garçon. L'énergie lunaire semblait stimuler les accouchements, qu'il y en avait plus à la pleine lune. Mais cette activité énergique serait contradictoire. Certains ne sont pas d'accord. Le taux des naissances serait aussi variable que les cotes en bourse. Ce serait même semblable aux cotes en bourse d'ailleurs. Jadis également, on disait que les bains de lune purifiaient le teint et que se couper les cheveux en lune montante les faisait prendre plus de 2 cm par mois. Idem pour les ongles. Enfin, ces bains de lune auraient aussi une action anti-rides. Couper les ongles et les cheveux en lune descendante les ferait pousser moins vite, mais donne aussi un plaisir plus intense pour, disons, les rapports intimes. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'était eux. Enfin, les pleines lunes provoqueraient des insomnies et, selon la légende, transformeraient certains en loups-garous. Un loup-garou que, dans le Massachusetts, aux États-Unis, des gens prétendaient avoir vu récemment un loup-garou sur une route. Toujours à la pleine lune, il y aurait une recrudescence de certains crimes. La lune restait donc mystérieuse. Que dire de plus? Aujourd'hui, elle est toujours aussi mystérieuse. Je pense que les témoignages de loups-garous se sont multipliés, mais qu'on n'en a toujours pas capturé. Des gens continuent d'être complètement sceptiques quant au fait que la Lune ait une quelconque influence, notamment pour ce qui est de la contraception. Bon, moi je dis ne vous fiez pas peut-être qu'à ça, mais sinon c'est vrai, le cycle féminin y est lié, la Lune peut provoquer les marées, alors pourquoi ne provoquerait-elle pas autre chose? Et quant à la recrudescence des crimes, il y a de ça quelques années, un homme du nom de Francis Leroy avait été surnommé l'assassin de la pleine lune. Ça, je me souvenais que j'avais vu dans une autre émission, à l'époque ça avait marqué, parce qu'il aurait commis la plupart de ses crimes à ce moment-là. On a su qu'en fait, après non, pas tous qu'à la pleine lune, mais il avait été surnommé ainsi, et Francis Leroy se serait caché derrière cette explication pour dire qu'il ne savait pas ce qu'il faisait ces soirs-là. Y en a-t-il vraiment des comme lui? C'est la question que je me pose. Le reportage sur la réincarnation commençait par des interrogations d'anonymes, mais aussi de personnes célèbres comme Jean Lefebvre, qui disaient y croire pour la plupart. L'histoire était celle de Pierre et Odette Barra, retraités en 1980. Au mois d'août 1980, les habitants en Bretagne, ils allèrent se coucher et Pierre fit un rêve où il se voyait dans une carriole tirée par un cheval de trait. Auprès de lui, une femme allait accoucher. Bien qu'il ne la ressent pas physiquement, Pierre avait la sensation que cet homme c'était lui et que la femme c'était Odette.
Le couple ne put rejoindre une ville et la femme donc accoucha de jumeaux dans la carriole. Pierre remarqua qu'ils étaient vêtus d'habits du XVIIIe siècle et que quand ils rentrèrent chez eux, ils déplacèrent un panneau avec 2 syllabes, os, try, la syllabe du milieu étant effacée. Pierre vit qu'ils habitaient là, qu'ils étaient cultivateurs. Des années plus tard, après la naissance de leurs jumeaux, Pierre vit aussi qu'ils cachaient des documents importants dans un coffre qu'ils avaient caché. Puis soudain, Pierre se vit dans un cimetière, lui-même et non plus un autre homme, debout devant une tombe où il y avait écrit John Brown. Pierre était habitué des rêves réalistes. Mais là, il était vraiment intrigué par celui qui venait de faire. Il était même persuadé que ce John Brown, c'était lui dans une vie antérieure. Il voulut retrouver les lieux, et bon courage parce que John Brown était un nom très courant. Et c'est en parcourant un atlas, pas d'internet à l'époque, que Pierre retrouva le nom de la ville d'Oswestry, en Pays de Galles. Sa femme lui fit la surprise de lui offrir des billets d'avion pour y aller. Pierre et Odette, non sans mal, ils ne parlaient pas un mot d'anglais. Une fois au Oswestry, Pierre a tout reconnu sur les lieux, il en était certain, y compris une chaîne de montagnes au fond, comme s'il l'avait vue toute sa vie. Il reconnut même sa maison et un arbre au pied duquel il était certain était sous lequel était enterré le fameux petit coffret qu'il avait vu avec les papiers importants et des pièces d'or. Ils le cherchèrent, mais en vain. Ils n'ont jamais retrouvé ce coffret. En revanche, pour ce qui est de trouver John Brown, le couple écrivit à la mairie d'Oswestry. On leur indiqua le cimetière où, très ému, Pierre trouva bien la tombe marquée John Brown. Elle existait. Selon la mairie d'Oswestry, la famille Brown aurait vécu entre le 15e et le 18e siècle à Oswestry, et John Brown aurait eu 12 enfants. En plateau, on évoqua le danger de la régression, c'est-à-dire cette hypnose qui sert à savoir si on a vécu ou non des vies antérieures. On peut déclencher effectivement un phénomène dit de faux souvenir, c'est-à-dire vous pensez que ça vous est arrivé, mais en fait, non. Une femme expliquait avoir effectué une telle régression alors qu'elle était en prière un vendredi saint. Elle se serait vue avoir été Cléopâtre, rien de moins. Que dire de plus sur tout ceci? Eh bien qu'Odette Barra a écrit un livre. Mais sinon, je ne peux rien dire de plus. Je ne sais pas si je crois à la réincarnation, et j'avoue que c'est tout à fait étonnant, ce rêve qui avait indiqué à Pierre Barra quelle vie antérieure il avait eue. En 1960, un sanatorium, en France, aurait été victime d'un phénomène de poltergeist. Alors un sanatorium, c'était un lieu où on traitait les personnes atteintes de tuberculose, c'était encore courant à l'époque. Le vaccin existait, mais tout le monde n'avait pas encore eu droit. Et d'autre part, un poltergeist, vous savez peut-être, c'est un esprit frappeur, qu'on entend mais qu'on ne voit pas. Le sanatorium en question, dont on n'a jamais dit où il était pour les patients atteints de tuberculose dite osseuse. Mais c'est une dégénérescence de la tuberculose pulmonaire, et comme vous le savez peut-être, une personne atteinte de tuberculose pulmonaire se sentait mieux si elle pouvait respirer un air pur. Ça explique pourquoi on avait construit des sanatoriums, par exemple dans les montagnes ou en campagne, pour que les gens puissent y faire soigner. Celui-ci était en bord de mer. Un beau jour, alors qu'ils se reposaient en terrasse, les malades eurent la stupéfaction de voir tomber des pierres, comme ça, du ciel, sur le toit. On attribua, on ne sait pas trop pourquoi, l'origine de tout ceci à une jeune patiente nommée Angela. À une jeune patiente nommée Angelina. Pourtant Angelina n'avait pas lancé les pierres elle-même, elle était assise avec tout le monde, mais on pensait que c'était sa faute.
Finalement, le phénomène cessa au départ d'Angelina. Une jeune fille du nom de Jacqueline arriva à son tour dans la chambre d'Angelina. Jacqueline semblait sous le charme du docteur, le docteur Tueno, qui était jeune et très gentil avec elle. Mais c'était tout, il était gentil comme avec tous les patients. Mais Jacqueline pensa qu'il lui portait un intérêt bien plus grand que cela. À tort. Jacqueline avait envie de séduire. Les malades prirent peu à peu peur d'elle, comme ils avaient eu peur d'Angelina. Car, en présence de Jacqueline, il y avait de nouveau des pluies de pierres. Pire encore, elles commencèrent à tomber en intérieur. Un malade, à qui Jacqueline était passée emprunter un livre, vit tomber des pierres aussitôt après son passage. On fit donc surveiller Jacqueline, mais rien à faire. On ne vit pas comment elle l'avait fait. Apparemment non plus, il n'y avait pas de mauvais plaisants venus en jeter, on n'avait rien trouvé. Le phénomène s'amplifia, la quantité aussi et la taille des pierres augmentant à chaque fois. Il commença à y avoir des blessés. On décida d'aller vérifier ce qu'il y avait au dernier étage du sanatorium qui était désaffecté, mais personne n'avait pu y entrer. Finalement, la fin de la saison arriva. Tout le monde rentra chez soi et les phénomènes cessèrent. Et enfin, aujourd'hui, eh bien, ce sanatorium n'existe plus. En plateau, on ne parlait pas tant de cette affaire, d'ailleurs, que de moulage d'ectoplasme réalisé entre 1921 et 1922. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un ectoplasme. C'est une forme dont on disait que ça sortait par des orifices comme le nez ou la bouche d'un spirit en transe. Il y a eu des photos. L'un des moulages représente exactement la main d'un adulte, mais toute petite, comme si c'était la main d'un enfant. Or, ce n'est ni celle d'un adulte ni celle d'un enfant. Si c'est bien un moulage, on comprend difficilement comment elle a été obtenue. Le sujet est intriguant, mais j'avoue que je n'ai rien trouvé dessus. Pour en revenir au sanatorium, que dire? Eh bien, il s'agissait du sanatorium de Dreux, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais là-bas c'est la tuberculose pulmonaire que l'on traitait. Comme je n'ai pas retrouvé exactement le bon sanatorium, je ne sais absolument pas si des phénomènes de hantise, comme ceux qui ont été décrits, y ont vraiment eu lieu. Raymond Martineau était un chercheur qui aspirait ressusciter sa femme Monique grâce à la cryogénie. Monique était alors la seule personne cryogénisée de toute la France. Dans les années 1960, Raymond Martineau, qui était gynécologue, croyait au premier de la médecine et pensait qu'on pourrait soigner la maladie d'une personne décédée si elle avait été congelée. Il travaillait là-dessus et avait construit donc une sorte de congélateur en pensant que c'était sa femme de 13 ans, sa cadette, qui devrait l'y mettre un jour. Mais sa femme, bizarrement, lui a fait promettre de l'y mettre, elle plutôt, si elle décédait la première. Quelque temps plus tard, on diagnostiqua une tumeur au cerveau à sa femme Monique. Raymond Martineau lui cacha la gravité de son état dans un premier temps, mais rien n'y fit. La pauvre Monique décéda à l'hôpital, et aussitôt après son décès, je vous laisse imaginer le sang-froid qu'il faut pour faire tout ça, Raymond Martineau, qui se tenait prêt, lui injecta un anticoagulant et un antigel. Puis un autre docteur l'aida à la mettre dans le fameux caisson cryogénisé. 20 ans après, sa femme était toujours dans ce caisson qui n'avait pas été rouvert. D'après les docteurs interrogés, les probabilités pourtant qu'on réveille une personne cryogénisée ainsi étaient vraiment infimes. Raymond Martineau révéla qu'il tenait prêt un groupe électrogène en cas de panne et aussi un second caisson dans lequel il comptait se faire mettre après son propre décès lui aussi. En plateau, on interrogea les gens de France Cryogénie qui expliquaient qu'il était possible effectivement de se faire cryogéniser dans les années 90. Mais plutôt des morceaux de corps, comme la tête par exemple, car le corps tout entier, cela coûte extrêmement cher. Alors, que dire là-dessus? Ce mystère en a-t-il vraiment un? Pas vraiment, c'est surtout de la technique. Le vrai mystère,
résidait dans cette question. Pourra-t-on un jour ressusciter une personne cryogénisée? Je vais être direct, pauvre Raymond, non. Aujourd'hui encore on le dit, même si on sait soigner le mal dont une personne est morte aujourd'hui et qu'on cryogénerait aujourd'hui existe dans le futur, soigner son corps ne servira à rien, elle serait quand même morte. La cryogénie n'est pas de la résurrection, c'est ce que les gens semblent avoir du mal à faire la différence. Et c'était le cas de Raymond Martineau. L'histoire du docteur Martineau est très connue et bien documentée. On voit par exemple déjà un documentaire datant d'avant celui de Mystère, trouvable sur le site de l'INA. Mais hélas, Raymond Martineau est décédé à son tour en 2004. Comme prévu, son corps s'est retrouvé dans un caisson cryogénisé. En 2006, l'administration commença à se battre avec le fils des Martineau pour l'obliger à mettre ses parents au cimetière après avoir débranché les caissons. Il ne voulut pas, il eut un procès que le fils gagna, mais tout ça pour rien, car en 2008, il y eut une panne. Une inondation aurait noyé non seulement les caissons, et donc devrait couper l'électricité, mais aussi le groupe électrogène. Et oui, on ne peut pas penser à tout. Les corps étaient irrémédiablement fichus. Et Rémy Martineau, leur fils, a dû se résoudre à les incinérer tous les deux et à les mettre au cimetière. Autrement dit, si un jour on peut effectivement ressusciter, je ne sais comment, les personnes cryogénisées, les Martineau ne seront pas de ceux-là. Considérons donc cela comme un mystère résolu. Au château des Avenières, le prince Hassan Dina avait vécu au début donc XXe siècle. On dit que c'était un grand scientifique. Là-dessus, son château a été racheté par un architecte du nom de Pascal Hausermann en 1981. Hassan Dina était alors décédé depuis longtemps, mais pourtant un jour, Pascal Hausermann, qui s'était réveillé en sursaut dans la nuit, avait vu une main tenir une lampe de poche. Il l'a suivie, mais l'a perdue de vue, juste avant d'apercevoir une silhouette dont il aurait juré que c'était celle d'Hassan Dina, qui était d'ailleurs enterré dans le coin. Dans les années 1960, il avait fait peindre, puis installer dans la chapelle du château un vrai trésor, c'est-à-dire des panneaux de bois en mosaïque, y compris de l'or fin d'ailleurs, qui représentaient des lames du tarot. Hassan Dina était donc un mystique. Michel, un ami de Pascal Hausermann, avait un jour entendu aussi des bruits dans la pièce voisine de celle où il se trouvait dans le château. C'est-à-dire la chapelle. Il alla voir, et à sa grande surprise, un dessin qui représentait donc une colombe sur les murs de cette chapelle sembla prendre vie. Il a vu s'envoler la dite colombe. Un photographe du nom de Cyril de Plater est aussi un jour venu immortaliser les mosaïques. Mais alors qu'il s'apprêtait à le faire, son flash a littéralement explosé. Cyril de Plater est aujourd'hui convaincu que c'était pour une raison paranormale. Et que lui aussi, en fait, ce jour-là, a vu le fantôme d'Hassan Dina. Hassan Dina serait décédé de manière suspecte alors qu'il est rentré d'un voyage en Égypte. Aujourd'hui, son fameux château se visite, mais c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Je ne sais même pas s'il y a des témoignages disant avoir vu le fantôme d'Hassan Dina récemment ces dernières années. Le 1er novembre 1968, il fait très mauvais temps autour de la maison donc du docteur X. Il s'appellera le docteur X tout du long, c'est quelqu'un qui a gardé son anonymat, vous comprendrez. Ce médecin donc, depuis la guerre d'Algérie, souffre d'une blessure qui lui a infligé une douleur qui ne passe pas.
le docteur X a une pension d'invalidité à 90%. Après avoir été blessé à la tête, il se déplace pas sans béquille, ce genre de choses. À 4 heures du matin, à cause du terrible orage, un éclair déchire le ciel et réveille le bébé du docteur. Mais au lieu de pleurer, il se met à rire, ce qui intrigue le médecin qui va voir son enfant. Il remarque alors une lueur à l'extérieur, celle qui fait rire le bébé. Le docteur X sort de chez lui et voit 2 objets brillants qui se déplacent dans le ciel. Soudain, l'un d'eux envoie un faisceau de lumière en direction du docteur X qui perd connaissance. Le lendemain, il se réveille épuisé, très tard, il est 4 heures de l'après-midi, il a absolument tout oublié. C'est sa femme qui doit lui rappeler qu'il est tombé inconscient pendant la nuit du 1er au 2 novembre. Le souvenir lui en revient progressivement. Et curieusement, dès ce matin-là, il ne boitait plus. Il a aussi constaté que sa douleur avait disparu. Mais aussi que toutes les nuits du 1er au 2 novembre, donc les nuits anniversaires, un triangle rouge apparaissait autour de son nombril. Un triangle insensible, avant de redisparaître à nouveau. Pour prouver qu'il n'était pas fou, dans la nuit du 1er au 2 novembre 1986, le docteur X fit filmer le phénomène par une équipe de journalistes. On peut voir le document original. Les spécialistes dirent que le docteur X faisait apparaître cette forme inconsciemment et que d'ailleurs, pour eux, ce n'était pas une forme précise, ça n'avait rien à triangle. Mais comment expliquer que le docteur X, qui était atteint d'une maladie neurologique incurable, soit guéri? De plus, depuis cette période, il cicatriserait très vite. En plateau, on fit un commentaire quant au fait que la forme du triangle rappelle bien entendu la forme de l'œil de Dieu. Qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, au bout de 30 ans, c'est-à-dire après 1998, la forme cessa, paraît-il, d'apparaître sur le docteur X. Il y a eu entre autres des accusations de canular qui sont difficiles à prouver pour la simple et bonne raison, je vous l'ai dit, que personne ne sait qui est le docteur X de toute manière. Je ne puis donc pas affirmer que son histoire est effectivement un canular. En 1986, une américaine du nom de Katie Komura s'est réveillée avec une tache aveugle, en pensant qu'il y avait quelque chose dans l'œil. Elle a frotté son œil, mais la tache n'a pas disparu. Elle s'est même agrandie. Au bout d'une semaine, la pauvre Katie n'y voyait presque plus rien. Quand elle a consulté un ophtalmologue, il lui a dit que c'était une névrite optique et que c'était incurable. Il lui avait conseillé de prendre des stéroïdes, mais elle trouvait ça dangereux. Elle a donc plutôt consulté un ostéopathe qui, lui, a décidé d'utiliser sur elle les méthodes d'Edgar Cayce. Et qui était donc Edgar Cayce? Un homme qui n'avait jamais étudié la médecine, mais qui établit pas moins de 10 000 diagnostics sous hypnose. En 1975, un enfant du nom d'Andrew Senzone, qui avait 6 ans, avait guéri d'un psoriasis grâce à un diagnostic de Cayce qu'il avait laissé donc dans un livre. Il n'avait pas rencontré. Sans qu'on sache que si c'était psychosomatique ou un vrai don. À l'âge de 13 ans, Edgar Cayce, qui était né en 1877, se serait endormi sur ses livres. Effet remarquable, lui qui n'était pas très doué en classe, parvint à réciter toute la leçon qui était sur cette page, y compris son numéro, le numéro de page. À 23 ans, il devint subitement muet et passa une année dans ces conditions. Le psychologue qu'il avait consulté décida d'utiliser d'hypnose sur lui pour essayer de le guérir, mais alors qu'il était sous hypnose, Edgar Cayce se mit à parler, pour la première fois en un an.
Il dit que les muscles de ses cordes vocales étaient paralysés parce qu'un flux sanguin ne pouvait pas circuler dedans. Soudain, Edgar Cayce se réveilla et cracha un peu de sang. Autrement dit, son premier diagnostic, il l'a fait sur lui-même. Edgar Cayce réessaya de se faire hypnotiser pour révéler certains secrets. Mais des gens le sollicitaient en lui demandant le numéro du loto, par exemple. Cela le lassa et il arrêta l'hypnose. Il devint photographe et eut 2 fils. Mais il eut un accident dans sa chambre noire, une explosion, qui faillit rendre son fils aveugle. En tout cas, c'était ce qu'il risquait. L'enfant demanda à son père de refaire un diagnostic pour lui, sous hypnose. Quand Edgar Cayce le fit, il dit qu'il fallait user d'acide tannique sur les yeux de son fils. Ce qu'on fit en 6 semaines, l'enfant retrouva la vue. En 1925, un centre d'études put rassembler quelques 120 000 pages de diagnostics différents établis par Edgar Cayce sous hypnose. Dans le cas de Kitty Komora, l'ostéopathe essaya de déplacer une partie de sa colonne vertébrale et la remettre en place pour soulager son nerf optique. Après 5 jours, elle retrouva la vue. Mais y avait-il un effet placebo? C'est une bonne question. Edgar Cayce décéda en 1945, mais beaucoup de gens continuèrent à être guéris après sa mort en se référant à ses diagnostics gardés dans des livres. Qu'en est-il aujourd'hui? Je ne peux pas expliquer pourquoi des gens guérissent d'après les diagnostics d'Edgar Cayce ni comment cela lui venait. Mais, le reportage ne le précisant pas, cet homme n'avait pas eu que des visions de malades et comment les guérir. Il était jusqu'à avoir eu des visions de l'Atlantide. Et oui, oui. Je le sais depuis que le film Atlantide Empire perdu est sorti. C'était Edgar Cayce qui, le premier, avait vu les Atlantes utiliser des cristaux bleus et vivre éternellement, par exemple. Depuis, ce genre de choses tend à se retrouver dans les histoires qui parlent de l'Atlantide. Mais, puisque ces diagnostics fonctionnaient, est-ce que ça veut dire aussi que l'Atlantide a existé ? « 1989 est l'année de l'affaire dite des triangles belges. D'après Heinrich Nicole, qui se trouve au centre d'un orage, il aurait vu une sorte d'appareil faire comme du surplace, un appareil silencieux qui avait la forme d'un triangle. Une tour de contrôle n'avait rien capté à proximité, rien, pas de signal. Un deuxième engin rejoignit ce premier, mais il ne formait qu'une seule lumière. Puis, il partit extrêmement rapidement et sous les yeux de centaines de témoins. En décembre 1991, rebelote. Un radar capta un taux d'accélération d'un appareil de seulement quelques secondes, c'est-à-dire qui allait à 1,5 fois la vitesse du son. S'il y avait un pilote humain à bord, il en serait mort. Cet appareil parvint non seulement à semer des avions militaires, mais ne fit pas de bang supersonique. Il fut enregistré par un radar militaire. Des scientifiques s'étonnèrent toutefois qu'on ne vit pas ces mêmes choses dans les pays voisins. Ils parlèrent pour les visions d'hystérie collective et de faux échos captés par les radars. Toutefois, pour ce qui est des pays voisins, certains supposent que les extraterrestres seraient attirés par les autoroutes belges car elles sont très éclairées. En plateau, on parla d'expériences faites avec des avions furtifs américains. Mais pourquoi aurait-il gardé le secret pendant près de 2 ans? Qu'en est-il aujourd'hui? On n'en sait pas beaucoup plus. On sait seulement qu'effectivement, il existe un avion furtif américain, le bombardier F-117, qui correspond à la description parce qu'il est de forme triangulaire. Les lumières allumées sous l'appareil font apparaître un triangle. Toutefois, il est beaucoup plus bruyant que ce qui a été décrit, car selon les témoins belges, tout était parfaitement silencieux. Donc on n'en sait pas davantage maintenant.
encore un ovni, apparu le 8 janvier 1981 dans le jardin de Renato Nicolai à Trans en Provence. Il vit apparaître un engin qui descendit sans bruit à la verticale et qui faisait 3 mètres de diamètre. Il resta là, se posa pendant 1 minute avant de redémarrer brusquement. Renato Nicolai remarqua ensuite une marque laissée au sol par l'appareil. Mais plus tard, cela fut rationalisé en étant peut-être un phénomène météorologique. La base militaire du coin vint vérifier le lieu et remarqua qu'il y avait effectivement des plantes brûlées à l'emplacement supposé de l'atterrissage. Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? Eh bien pas beaucoup plus, sinon que les marques laissées au sol auraient pu être faites par une bétonnière d'après certains. Donc, Renato Nicolai aura affublé. Mais je ne sais pas si cela a été prouvé depuis. Dans la ville de Columbus aux États-Unis, une petite fille qui avait été abandonnée à l'âge de 10 mois, Tina Reich, avait été placée dans une famille d'accueil. À 8 ans, son institutrice l'accusa de lancer des gommes et des stylos sur les autres élèves, bien qu'elle ne l'ait pas vu faire. Ses camarades la crurent d'abord folle, et c'est pour échapper à leur harcèlement que Tina Reich fut scolarisée chez elle. En mars 1984, sa famille remarqua que la lumière s'allumait toute seule, la télévision aussi, mais il y avait encore de l'image et du son, ce qui était inquiétant même quand on avait débranché tous les appareils. Ils continuaient de marcher tout seuls, pendant des heures. À son retour, en voyant tout cela, le père de famille appela un ami électricien, et celui-ci assura que le compteur avait l'air tout à fait normal. D'ailleurs, le phénomène avait cessé, mais dès que Bruce, l'électricien, s'éloigna, le phénomène recommença. Bruce eut l'idée de scotcher les interrupteurs de la lampe, mais ensuite le scotch disparut comme par enchantement. Il y avait aussi des chaises qui commencèrent à être poussées brusquement. Mais l'on remarqua que tous ces phénomènes cessaient à partir du moment où Tina sortait de la maison ou s'endormait. La famille s'habitua presque au phénomène parce que il leur arrivait jamais rien de mal, ils n'étaient pas blessés par tous les projectiles. Même si un jour, ce fut franchement inquiétant quand ils s'aperçurent que des œufs où on préparait le petit déjeuner commencèrent à être lancés partout dans la cuisine. Ils les remirent au frigo, mais là, accrochez-vous, ils ont traversé la porte. Un prêtre exorciste fut appelé, seulement rien ne changea. On fit examiner Tina, mais elle n'était pas malade, bien qu'elle ait parfois des nausées et des migraines. Un journaliste et un photographe du nom de Fred Jackson rendirent finalement visite à cette famille. Tina et eux discutaient, assis face à face, quand soudain, ils virent voler le téléphone. Mais ayant la tête tournée, ils n'avaient pas vu si Tina avait pu l'attraper et lui jeter. Elle assura qu'elle n'avait rien fait. Très bien, on remit le téléphone en place, et le photographe eut une idée. Il baissa lentement son appareil, lentement, pendant 25 minutes, et attendit. Soudain, une fois que son appareil était apparemment baissé l'objectif vers le sol, le téléphone décolla, comme si une entité attendait ne pas pouvoir être photographiée pour balancer les choses. Mais Fred Jackson avait prévu le coup, il releva brusquement son appareil, il avait gardé le doigt sur le déclencheur, et puis appuyer sur le déclencheur en question, prenant une photo assez unique. Personne n'avait vu Tina toucher le téléphone, elle ne le touche d'ailleurs pas sur la photographie, on voit le téléphone qui vole. C'est à ce jour la seule photographie possible de l'œuvre d'un poltergeist. En plateau, on parla de taches d'eau qui apparaissaient sur la moquette continuellement d'un appartement de la rue Lauriston à Paris, où apparemment il y a aussi eu un phénomène de poltergeist. Tout cela a disparu après l'exorcisme d'un prêtre. On expliqua aussi que, très souvent, ces phénomènes ont lieu en présence d'un ado perturbé, ce qui était le cas de
Tina Reich. Qu'en est-il aujourd'hui? La photo est toujours aussi célèbre. On n'a toujours pas pu dire ou prouver qu'elle était truquée. Il s'agissait donc dans ce cas d'un poltergeist télékinésique. Tina Reich, elle, n'a pas très bien fini. D'abord, 2 ans après tous ces événements, sa famille d'accueil l'a chassée, mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, elle est en prison pour avoir assassiné sa fille. Ce sujet, tout comme le précédent, est tiré de Unsolved Mystery. Le 27 mars 1987, Dan Macias, qui était chez lui, remarqua d'énormes empreintes dans son jardin. Il regarda par la fenêtre et vit 2 très grandes créatures. Tout du moins, c'est ce qu'il dit. En 1978, Jeremy Swisher et 4 de ses amis, qui étaient en randonnée à Palm Beach, ont aperçu une créature dont ils assurent qu'elle n'était ni un ours ni un homme et qui se serait enfuie à leur approche. En août 1988, dans un chalet, 2 jeunes garçons auraient trouvé des touffes de poils qui n'appartenaient ni à un humain ni à un chimpanzé autour de chez eux. En plateau, on parla de l'almastie ou homme sauvage du Caucase, qui s'approchait des villages qui n'étaient pas éclairés et qui peut se tenir debout. Il était même capable de traire les vaches, de se faire des nids pour loger dans les granges. On parla d'hypothèse selon laquelle tous ces humanoïdes seraient des descendants encore vivants des Néandertals. Typiquement, on n'en sait pas plus sur tous ces hominidés aujourd'hui, ou hommes sauvages, terme générique sous lequel on les rapproche. Appartiennent aussi à cette catégorie, vous le savez, le Yeti, mais aussi l'homme vert ou Yowie. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Eh bien, c'était l'homme sauvage donc d'Europe. Vous vous dites, moi j'ai jamais vu rien qui ressemble à un Bigfoot en Europe. Oui, on pense que la race se serait éteinte il y a vraiment longtemps. Mais on pense aussi que ces créatures vivaient dans les forêts profondes, qu'il n'y a plus vraiment aujourd'hui, et que quand on voyait aujourd'hui ce qu'on appelle un homme vert, c'est une représentation. C'est-à-dire, par exemple dans les églises, des visages d'hommes faits de feuilles. Il aurait s'agi donc des fameuses représentations des Yowie. Vous connaissez sans doute ces statues de l'île de Pâques, les yeux tournés vers le ciel. Il y a là près de 700 statues, toutes venues du même volcan, sa pierre en tout cas, et alors même qu'il n'y a pas d'arbre aujourd'hui pour transporter toutes ces pierres sur l'île de Pâques, ou Rapa Nui de son vrai nom, donné par les autochtones. Ces autochtones racontent que les statues pouvaient voler, ou même marcher toutes seules, grâce à une sorte de mana. Les Pascuans, c'est-à-dire les habitants actuels de Rapa Nui, essaient même de retrouver ce mana de leurs ancêtres. Ils s'entraînent à soulever des miniatures par télékinésie. Et peu leur importent les théories modernes dans ce cas. Aujourd'hui, effectivement, les scientifiques estiment qu'un système de cordage et de rondins de bois permettait de mettre les statues en place. D'autres disent que ce sont les extraterrestres qui les ont déposées là. Est-ce possible? Oui. D'après certaines recherches, il y avait des arbres autrefois, beaucoup plus qu'aujourd'hui sur l'île, et même du bétail. On a même trouvé des tablettes avec une écriture pas encore déchiffrée, témoin d'une civilisation brillante, mais aux guerres, les guerres tribales auraient mis fin. Que peut-on en dire? Eh bien, moi, pendant longtemps, les statues de l'île de Pâques m'ont rendu dingue parce que je voyais bien qu'elles n'étaient pas ordinaires, mais chaque fois que je les voyais sur des photos, c'était sur des posters ou ce genre de choses. Il n'y avait absolument pas d'explication à ce que c'était. Depuis ce reportage, j'ai beaucoup d'autres choses, maintenant je le sais. Je sais que les Moai, comme on les appelle, ce sont le nom des statues de l'île de Pâques, ont peut-être une fonction protectrice. Depuis, on a découvert des noix de coco confirmant aussi qu'il y avait bien des arbres sur l'île. Donc la théorie des statues simplement transportées
avec des rondins de bois se tient. Même si les pasquans actuels soutiennent qu'il est toujours possible d'utiliser le mana. Un Britannique du nom d'Alistair Boyd assure qu'un jour, au bord du lac Loch Ness, il aurait remarqué des saumons déchiquetés, donc possiblement dévorés par le fameux monstre. Parmi les récits de témoins, il y eut les photos, reconnues aujourd'hui comme truquées, de Ian Dunn ou de Billy Kennedy. Certains parlent de baleines, de dauphins ou de troncs d'arbres pour expliquer la présence du Loch Ness. Un témoin du nom de Billy Kennedy dira toutefois qu'il a vu un jour sous lui 2 formes noires alors qu'il se trouvait sur le loch et qu'il ne devait pas s'agir de troncs d'arbres. Un moine de l'abbaye voisine, Fort Augustus, le moine Grégory Brussette, dira qu'en 1972, il aperçut sur la jetée plusieurs créatures au long cou. Les monstres seraient-ils des animaux préhistoriques vus de différentes tailles? Vous savez, la fameuse théorie du plésiosaure. On disait à l'époque qu'on n'en savait pas davantage, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Le monstre du Loch Ness reste un mystère assez insondable. Toutefois, on sait aujourd'hui que les photos prises par Robert Kenneth Wilson en 1904 sont un canular, ce qui a été révélé en 1994. Il avait en fait photographié un jouet. Ceci étant, même si des photos sont truquées, il reste les témoignages. J'avais un jour lu un bouquin assez fascinant disant qu'en fait, il y avait plusieurs individus, et non pas un seul, dans le Loch Ness, une sorte de dynastie expliquant qu'on l'ait vu de manière constante depuis le 5e siècle. Le premier témoignage étant celui de 5 Colombans ayant repoussé un monstre issu du Loch Ness. Le livre, je me rappelle, était allé jusqu'à décrire la taille et le nombre des individus ainsi que où ils logeaient dans des grottes souterraines. Le dit château était un château hanté, administré par Monique de Val. Elle dira avoir vu sur les lieux la vision d'une vieille dame en haillons qui lui assurait qu'elle n'avait pas le droit d'être là et qui aurait disparu. Également aperçu des ombres sans pouvoir expliquer à qui elles étaient. Un jour, un sophrologue du nom d'André Dapré réunit des participants à donc une séance complète de sophrologie. Les participants arrivèrent la veille, furent endormis par le praticien et eurent dans leur sommeil des visions, des visages d'enfants et de chevaliers. L'une parla au nom du chevalier. Elle assura que Monique de Val, l'administratrice, avait été un page tué lors d'une croisade à Saint-Jean d'Acre. Monique, qui était sceptique et n'avait pas participé, entendit tout cela. Surprise, elle se joignit au groupe et s'endormit à son tour. Et elle le vit. Elle vit le chevalier qu'elle servait alors s'enfoncer dans les entrailles du château et trouver de l'eau au fond de celui-ci. Au réveil, tout le monde se demanda si c'était des vrais souvenirs ou une suggestion. Monique fit appeler un sourcier, qui trouva 5 sources dans le sous-sol du château. Après fourrage, il s'avéra que ces sources étaient bien là. La sophrologie est puissante, mais l'est-elle au point de découvrir les sources dites telluriques qui se croisent et s'opposent dans ce château apparemment, et qui, si le phénomène est non contrôlé, provoque un malaise chez certaines personnes. En plateau, André Dapré soutient qu'il ne savait pas qu'il y avait des sources sous le château. Mais il assura aussi que la source tellurique peut être quelque chose de tellement puissant ça peut tuer par simple force mentale.
un docteur, le docteur Geneste, assura qu'une expérience mentale semblable menée en URSS avait été menée de manière à provoquer un cancer chez des adversaires. J'admets que je n'en sais pas davantage aujourd'hui, ni sur la force de la sophrologie, une pratique normalement qui vise à guérir en se basant sur les émotions, ni sur ce fameux château qui aurait révélé des souvenirs de vies antérieures pour la simple raison que son nom n'a pas été révélé. Dans un souci de respect de vie privée, en plus de cela, le reportage avait été filmé dans un château différent. Je ne sais donc pas duquel il parle. Et comme j'ignore duquel il parle, bien sûr, c'est impossible de vérifier si tout cela était vrai.